Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Jean-Pierre Petit. Bonjour. Bonjour David. Président des Cahiers Verts de l'économie. Cette réforme de la fiscalité fait grincer des dents, mais sur le fond, en divisant par 5 les recettes fiscales de l'ISF, en le recentrant sur l'immobilier, en instaurant ce prélèvement forfaitaire unique sur les revenus financiers de 30%. On comprend la stratégie du gouvernement. L'idée, c'est que l'argent qui est moins taxé soit réinvesti dans l'économie productive française. Est-ce que pour vous, c'est un pari qui est incertain ou est-ce qu'on est quasiment sûr que ça va marcher ? De toute façon, c'est toujours incertain parce que ça dépend de toute une série d'autres éléments, notamment du contexte, etc. Mais l'idée, si vous voulez, de favoriser le capital productif de l'offre française au détriment de certains éléments de demande, parce que fondamentalement, quand on favorise l'immobilier résidentiel, c'est qu'on favorise la demande de services de logement, en fait, d'une certaine manière. Hein. Et c'est ce qu'on fait depuis une bonne trentaine d'années, même, ça va même un petit peu au-delà. La grande erreur de tous les gouvernements qui se sont succédés, c'est d'avoir rigidifié l'offre, en particulier depuis le début des années 80, et d'avoir favorisé à l'excès la demande par effectivement des incitations fiscales, le tout dans un contexte où les taux d'intérêt baissent depuis 36 ans maintenant. Hein. Voilà, bon, l'immobilier ne sera pas surtaxé, il restera au même niveau. Non, il restera au même niveau, mais l'idée de séparer le capital productif de l'immobilier résidentiel, ça a du sens. Mais ça a marché à l'étranger, la théorie du ruissellement, qui n'est pas vraiment d'ailleurs une théorie, parce qu'il n'y a pas d'économiste qui a développé de théorie, c'est une théorie qui est politique d'ailleurs. La théorie du ruissellement, comme quoi quand on rend de l'argent aux plus aisés, ben, ils vont le réinvestir. Non, c'est pas ça. Enfin, bon, ça profitera à tout le monde. Oui, mais qu'est-ce qui sera fait de cet argent qui si n'est plus pris si la théorie du ruissellement, c'est d'enrichir les riches, ou ceux qui s'enrichissent, pour que derrière, ceux-ci vont plus trickle dépenser. Down, c'est trickle down en anglais. Oui, mais c'est pas tellement ça. L'idée, c'est que faire le diagnostic sur la France, est-ce que la France a plutôt un problème d'offre ou de demande? Voilà, la compétitivité de l'offre. Voilà, des structures productives françaises, c'est plus ça. La réalité. Car quand vous favorisez l'immobilier, c'est plutôt un élément de demande. C'est le service de logement. C'est pas parce que c'est pas de la consommation, c'est pas traité par la comptabilité nationale comme de la consommation que ça ne correspond pas à une demande des ménages. Et en fait, quand on favorise l'immobilier résidentiel, c'est plutôt un élément de demande des ménages. Donc la France sera plus compétitive. Le fait que la taxation du capital soit allégée au travers de la flat tax à 30%, au travers d'un impôt sur l'immobilier sur la fortune qui est recentré sur l'immobilier, ça va dans le bon sens, c'est suffisant pour se remettre dans la compétition européenne? Non, il y aurait plein d'autres choses à dire, si vous voulez. Moi, ce que je regrette beaucoup, d'ailleurs, dans la part de Macron, c'est les priorités qu'il a mis en avant. Par exemple, le marché du travail, la réforme du marché du travail, du droit du travail. Ouais. Enfin, moi, je pense que la priorité principale, car à mon avis, de là découle tout le reste, c'est la réforme du secteur public, la modernisation de l'État. Pour moi, elle est prioritaire par rapport au marché du travail. D'ailleurs, vous observez que la réforme du marché du travail ne concerne qu'environ un peu plus de 70% des actifs. La partie la plus rigide du marché du travail en France, c'est le marché du travail du secteur public, avec toutes les règles totalement obsolètes de l'avancement à l'ancienneté, de l'absence totale de management, de l'absence totale de mobilité entre secteurs publics. Il n'y a rien là-dessus, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, à mon avis, la réforme du droit du travail, c'était sans doute plus facile, plus rapide à obtenir par le biais des ordonnances. Mais la clé, à mon avis, de la réforme en France, enfin l'une des clés de la réforme en France, c'est la réforme du secteur public et la modernisation. Et la réforme fiscale n'était pas prioritaire pour vous? Le fait de s'aligner sur les standards européens en matière si, mais je parle du marché du travail. Taxation du capital, ça reste prioritaire pour vous? C'est des réformes fiscales, si vous voulez, ça. C'est important, c'est des signaux importants. Mais la réforme structurelle la plus importante, c'était, outre la loi de moralisation de la vie politique, c'était la réforme annoncée, les 5 ordonnances sur le marché du travail. Et là, je pense que la priorité des priorités, c'était plutôt le secteur public. Pareil, dans les priorités, quand je vois que Emmanuel Macron s'attache au respect des 3% de déficit public, pour moi, c'est une priorité qui n'a pas grand sens. J'ai toujours critiqué le pacte de stabilité, j'ai toujours critiqué cette règle uniforme et arbitraire. Vous savez pourquoi il fait ça? C'est pour que la voix de la France soit entendue, respectée en non, Europe et faire avancer l'Europe avec plus d'Europe. Même pour ça, si vous voulez, au moins Macron, il a un capital politique indéniable, du fait même de son élection, du fait même de sa crédibilité, auprès des autorités allemandes, auprès même des partenaires européens de la France. Il fallait qu'il utilise, à mon avis, ce capital pour dire à Mario Draghi, pour dire à Angela Merkel, écoutez, vous êtes bien d'accord avec moi que la France décroche depuis une trentaine d'années. Il faut absolument qu'elle se réforme structurellement.
Donc je mets le paquet sur le marché du travail, je mets le paquet sur le secteur public. Mais vous me laissez... Accordez-moi pour lisser. Parce que forcément, ces réformes ont des coûts économiques et politiques. Donc, pour lisser les évolutions économiques et politiques... Donc, le plan d'économie de 16 milliards d'euros, pour vous, il n'est pas bienvenu, sachant qu'il n'est pas très bien documenté. Si, d'ailleurs, vous voyez, c'est là... Bah si, parce que sinon, vous dites un truc et son contraire. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas... Je pense que le problème principal de la France, c'est l'offre, mais il ne faut pas laisser tomber la demande. Et si vous restreignez trop le déficit public, trop rapidement le déficit public, vous allez contraindre la demande. Et ce d'autant que quand vous faites des réformes structurelles, il va y avoir des perdants. C'est inexorable. Donc d'un point de vue économique et d'un point de vue politique, vous allez perdre. Quand on fera le bilan de Macron dans 4 ans, ou dans 4 ans et demi, l'essentiel qu'on regardera, c'est pas s'il a respecté les déficits publics à 3%, etc. C'est s'il a vraiment enrayé le déclin de la France, le déclassement de la France. Et pour cela, à l'aune de quels critères ? Eh bien, à l'aune des estimations qu'on pourra faire sur la croissance potentielle ou même sur la croissance effective, hors choc extérieur, sur la capacité qu'il aura eu de changer des handicaps structurels majeurs à l'économie française qui ont été très bien diagnostiqués, ici même par tous vos interlocuteurs, évidemment. La rigidité de l'offre, la non-compétitivité de la France, c'est ça qui compte. Fondamentalement sur la compétitivité. pour un quinquennat. Voilà. Et donc c'est le solde de 3%, à mon avis, est un handicap. C'est pas que je suis contre d'ailleurs les économies de dépenses. Bien sûr que si, qu'il faut en faire. Au contraire. Mais je crois que c'était dans un premier temps de laisser filer des déficits parce qu'il y a des réformes de structure qui ont un coût. Absolument. Qui ont un coût économique. Et qui en plus permettent de lisser économiquement plus facilement les choses. Ouais. Et de générer de la confiance. Parce que vous voyez, l'année prochaine, cette année, les gens ont l'air d'être contents avec 1,7, 1,8% de croissance. Bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu ça. Oui, ça fait pas non, 2011, c'est 2011, voilà, c'est 2011. En 2011, on en a fait un peu plus. Ouais, c'est 6 ans. Mais de toute façon, ça ne suffit pas. Parce que nous devons tout rattraper nos retards antérieurs. Donc il y a des pays, regardez, l'Espagne est à plus de 3% de croissance cette année, la Suède est à plus de 3%, et pourtant elle a moins de difficultés structurelles que nous. Enfin, ils partent de plus bas, l'Espagne. Ils ont connu un gros trou d'air que nous, on n'a pas connu. Oui, mais vous savez, il n'y a pas de règle. Alors, ils ont connu un rattrapage en grande partie parce qu'ils ont fait des réformes, en fait, fondamentalement. On voyait, Jean-Pierre Petit, on voyait Gérald Darmanin. Il est favorable, comme d'autres membres du gouvernement, même s'il y a une petite cacophonie parfois entre Le Maire et Darmanin, à la taxation donc, des produits ostentatoires de richesse. Je ne sais pas si ça vous fait sourire, les yachts, les jets privés, les grosses cylindrées. On comprend bien que la mesure, elle est là pour contrebalancer la baisse de l'impôt sur la fortune qui va aux plus fortunés. Il y a 6 milliards d'euros entre la baisse de la fiscalité sur le capital et la baisse d'ISF qui vont aux plus privilégiés. Est-ce que ça fait du sens économiquement ou est-ce qu'on se tire une balle dans le pied alors que Macron, le président Macron, cherche à envoyer un signal au reste du monde que la France se réforme, etc. Et là, pour le coup, en même temps, on surtaxe certains produits de luxe. Enfin, on a l'ambition de surtaxer certains produits de luxe. Écoutez, on perd du temps un peu là-dessus, parce que si on commence à lister tous les produits de luxe, déjà on va avoir beaucoup de difficultés. Écoutez, pour être très direct avec vous, ça ne me choquerait pas qu'on taxe de façon spécifique un certain nombre de produits de luxe, si c'est ça la question. Mais l'essentiel n'est pas là, fondamentalement. C'est pas avec ça qu'on va réduire le déficit public. Non, mais les signaux les plus importants pour la crédibilité interne et externe de la France, effectivement, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la fiscalité du capital. Mais on taxe quoi, pardon? Je ne suis pas contre l'idée de taxer, mais taxer quoi? Et comment? Sachant qu'il y a déjà des taxes qui sont déjà prévues. Bah, c'est pas un showstrap terrible, une boîte de Pandore qu'on est en train d'ouvrir? Oui, un petit peu. C'est pour Sachant qu'on comprend aussi l'opinion publique qui peut-être est choquée de voir que, ou surprise de voir que finalement, il y a sur 7 milliards d'euros de baisse d'impôts, il y en a presque 2 tiers qui sont pour les plus favorisés. Mais oui, mais ça, je pense qu'il faut avoir le courage de dire que si vous voulez renforcer l'attractivité de l'offre productive en France, ça va forcément aller aux détenteurs du capital. Ça, c'est pas la peine de... C'est parce qu'il y a plus facile à vendre, ça, à l'opinion publique. Hein. Mais il l'a en partie vendu. Et la politique, c'est affaire de symbole. La politique est affaire de symbole aussi. Oui, c'est pour ça que, si vous voulez... Si, et lesquels, alors, vous taxerez quoi? Non, mais plutôt que de taxer, vous voyez, moi je reviens à mon idée de 3%, si vous voulez. Plutôt que de taxer les riches, entre guillemets, j'aurais préféré qu'on ait plus d'aisance pour moins taxer, par exemple, les retraités à la CSG pour les retraités, ou d'avoir plus d'aisance fiscale pour faire passer politiquement, économiquement les réformes. Moi je serais plutôt favorable à plus d'ambition sur les réformes, notamment la réforme sur le marché du travail, on n'en a pas parlé, mais elle ne va pas assez loin, si vous voulez.
Voilà. Elle ne va pas assez loin, elle n'est pas assez radicale. Moi, je serais historiquement, on n'a jamais été aussi loin, même si pour vous, ça ne va pas assez loin. Oui, mais, bah oui. Pour voir d'où on vient, vous savez, avant de voir où on veut aller. Bien sûr, mais pour une fois, vous savez, on n'a pas beaucoup de temps. Dans 4 ans, ça va recommencer, la campagne électorale. Dans 4 ans, vous ferez vos émissions avec les programmes, peut-être des primaires, ou du moins des candidats qui se déclareront. 4 ans, c'est pas grand-chose, sachant qu'on accumule quand même un immobilisme, on va dire, en matière de réforme depuis plus de 30 ans. Et pour clore le sujet sur l'impôt sur la fortune, nouvelle version, New Look, sur sa philosophie, il y a un truc que je ne comprends pas. Ça, j'ai compris qu'on sort de l'assiette, donc les placements les placements financiers. On laisse l'immobilier. En quoi l'immobilier est moins bon pour l'économie que la bourse? J'aimerais qu'on m'explique. Mais c'est pas qu'il est moins... Il y a un débat là-dessus quand même. Hein. C'est pas qu'il est moins bon, mais... C'est moins productif pour l'économie. Ça ne participe pas à l'augmentation de la croissance potentielle. C'est un facteur de demande. Quand on crée des nouveaux logements. Mais des nouveaux logements, ça n'augmente pas la capacité productive de la France. Ça favorise la demande de logement, du service de logement, qui est en fait un poste de consommation, en fait, fondamentalement. Et quand on le favorise, alors on favorise un secteur abrité de la concurrence internationale, peu productif, où les standards de productivité, enfin, c'est pas dans la construction que vous avez les plus grands standards de la productivité. Donc, vous favorisez la demande, vous favorisez donc la demande de logement. Ça fait baisser les prix de l'immobilier, plus on produit. Ah ben non. Plus il y a de l'offre, potentiellement. Plus il y a d'offres, plus ça peut faire baisser les prix immobiliers. Et donc, qui dit immobilier moins cher, dit moins de tension sur le prix de l'immobilier, dit plus de compétitivité aussi pour la France. Puisque les salariés, derrière, ils sont moins enclins à demander une augmentation vu que les prix immobiliers sont moins forts. Si l'objectif... C'est pour ça, le problème de la politique du logement, c'est qu'il y a plein d'objectifs. Hein. En fait, il y a des quantités d'objectifs. Il faudrait avoir un objectif très clair, et ça, il y a eu déjà des annonces sur le foncier. La libéralisation du foncier disponible, notamment sur les mesures de plus-value, avec des systèmes d'abattement. Voilà, jusqu'à 100%. On a déjà testé les abattements qu'il y en a eu sous Manuel Valls, c'est pas nouveau non plus. Non, c'est pas nouveau. D'ailleurs, ça va pas assez loin non plus. Et jamais content, Jean-Pierre Petit. Non, mais si vous voulez, moi, il faudrait des mesures beaucoup plus radicales. C'est la mesure la plus radicale, à mon avis, là-dessus, c'est de remettre en cause le pouvoir du maire. Oui. Bah oui, mais c'est une mesure. Le Big Bang n'a pas eu lieu. Hein. Ben non, mais c'est une mesure qui a été prise au début des années 80, dans le cadre des lois de décentralisation, 82-83, et qui enlever le pouvoir au maire d'octroyer les permis de construire. Bien sûr, ça ce serait. Mais je suis d'accord sur l'idée que vous venez. Et vous le donnez à qui? Au préfet, aux intercommunalités ou à des structures intercommunales, mais des structures qui décident plus vite et qui décident en fonction de l'intérêt collectif global et non pas l'intérêt limité à la commune, parce que évidemment les maires sont relativement réticents du fait des pressions des habitants. Voilà. Alors, le temps passe très vite quand on est Jean-Pierre Petit, ce qui est plutôt une bonne chose, c'est bon signe. Je voudrais qu'on parle aussi des banques centrales. Il y a ce consensus pour dire que les banques centrales vont normaliser progressivement leur politique monétaire. On se doute a priori que la BCE va arrêter son QE en 2018, que la Fed va réduire son bilan aussi en 2018 et remonter ses taux d'intérêt. Si elle le fait, ça sera 4 fois. Et si finalement ce scénario, qui nous est vendu par les banques centrales, n'avait pas lieu même à moyen terme? C'est un papier d'ailleurs de quelqu'un que vous aimez bien, Patrick Artus, qui dit, voilà, lui il n'y croit pas, il dit que finalement, elles seront peut-être incapables, les banques centrales, de remonter vraiment, de sortir véritablement de ces politiques monétaires hyper généreuses. Est-ce qu'il faut envisager ce scénario? Parce que derrière, si les taux remontent vite ou trop vite, il y a des risques pour celles et ceux qui ont des obligations, ils feront des moins-values, la baisse des cours boursiers, un problème de solvabilité dans l'immobilier. Voilà, il y a tout ça. Et de toute façon, les taux ne remontent pas vraiment, en fait, fondamentalement. Pour l'instant, non. Ben non, mais attendez, vous savez que le cycle économique américain a démarré en juin 2009. Ouais. Donc nous sommes pratiquement à 8 ans et demi. Vous avez des taux d'intérêt à 10 ans à 2,30 environ aux États-Unis. En ce moment aux États-Unis. Vous n'avez jamais vu un cycle économique américain de plus de 8 ans avec des taux d'intérêt aussi bas. Donc la réponse à votre question, vous l'avez déjà. Voilà. Parce qu'on est en fin de cycle aux États-Unis, la Fed ne pourra pas relever comme elle l'annonce. Elle nous parle de 4 hausses de taux dans les 14 prochains mois. Oui. Vous n'y croyez pas? C'est-à-dire que c'est pas que je n'y crois pas. La question, elle n'est pas là. La question plus fondamentale que vous avez posée initialement, elle est la suivante. Est-ce qu'on peut se permettre une normalisation de la politique monétaire comme avant? Voilà. La réponse. C'est ce qui est annoncé par les autorités monétaires. Mais la réponse a déjà été donnée. Vous n'avez pas une normalisation parce que le cycle est tout à fait exceptionnel. Pourquoi nous ne pouvons pas normaliser les politiques monétaires? Je vais vous répondre très rapidement. Parce que nous avons les niveaux de dette publique et privée les plus élevés de l'histoire du temps de paix. Voilà la réalité.
alors que la croissance potentielle nominale reste basse, même si je dois reconnaître que la croissance va pas trop mal cette année, en 2017, la croissance potentielle nominale, elle qui crédibilise... Mondiale, vous voulez dire mondiale. Oui, mondiale. Elle est bonne, elle est même assez satisfaisante. 4% deuxième trimestre. Oui, 4% annualisé à peu près au deuxième trimestre, mais fondamentalement, la croissance potentielle... Quand vous avez une croissance potentielle nominale qui reste plutôt basse et que vous avez des niveaux de dette très élevés, il n'y a pas de solution par le haut qui ne passe pas par des taux d'intérêt plus ou moins bas. Alors, à 2,40, à 2,60, si vous voulez, on ne va pas se battre pour 20 bips. Vous parlez du taux à 10 ans. Là. Du taux à 10 ans. Il faut le suivre. Hein. Moi, je le suis en tout cas. Fondamentalement, les taux d'intérêt restent Donc, attendez, bas. pour qu'on synthétise. Parce qu'il y a des quantités, des tombereaux de dettes à l'échelle de la planète, publique et privée. Que les banques centrales ont elles-mêmes favorisé, d'ailleurs. Qu'on a elles-mêmes créé, voilà. avec des taux très bas. Elles sont aujourd'hui piégées, incapables de remonter leurs taux, parce que sinon, on va à la catastrophe, c'est ça? Mais bien sûr. Mais bien sûr, imaginons, alors donnons-nous 4 ans. Mais pas un Cassandre Non. Oiseau de mauvais augure. Mais c'est la réalité qu'on observe. Moi, ça fait des années que je dis que les taux d'intérêt resteront bas. Alors, de temps en temps, ils peuvent remonter un peu, si vous voulez, voilà. Après Trump, nos clients nous demandaient mais à combien les taux vont remonter. On avait dit grand maximum 2,80. Résultat, le point haut, c'était 2,65. C'est tout. On est en train de se battre pour quelques dixièmes de points de base. Alors, pour les investisseurs obligataires, ça a du sens, mais c'est de l'intérêt. Mais pour la macroéconomie, ça ne change pas grand-chose. Les taux d'intérêt resteront très bas. Et les banques centrales sont prisonnières de leurs décisions passées. Pas de leurs décisions passées sur ce cycle, leurs décisions depuis une bonne trentaine d'années. Voilà la réalité des choses. Parce que ça fait plus de 30 ans, 35 ans que la dette monte. Et donc, que les taux d'intérêt sont de plus en plus... Comment ça se finit, cette histoire? Ça ne se finit pas. On vit avec. Voilà la réalité des choses. Et des fois, on vit bien, des fois, on vit moins bien. Là, cette année, on vit pas trop mal. Voilà la réalité des choses. Bon. Qu'est-ce qu'on en fait de cette dette et qu'est-ce qu'on en fait de ces taux d'intérêt bas? On peut continuer à roupiller et à favoriser l'immobilisme comme la France depuis tant d'années, mais on peut en profiter aussi pour faire des réformes. Il y a plein de pays qui se réforment dans le monde. Hein. Il n'y a pas que... Voilà. Vous mentionniez l'Espagne tout à l'heure. Mais il faut regarder aussi en République populaire de Chine, il y a quand même pas mal de réformes. Xi Jinping va ouvrir le 19e congrès du Parti communiste. Il faut quand même reconnaître qu'il y a eu des réformes sur la lutte contre la corruption, sur la tech, sur la montée en gamme sur la tech, c'est très impressionnant. Voilà, il y a une vraie montée en gamme des produits exportés, même sur la qualité du business, la capacité à faire des affaires en Chine. Le classement de la Chine s'améliore, donc ils en profitent pour faire des choses. Narendra Modi en Inde a mené des réformes structurelles assez importantes sur la libéralisation du foncier, sur l'unification du système de TVA dans les provinces depuis l'été dernier. Donc il y a des pays qui profitent de ces taux d'intérêt bas, enfin de cet univers plutôt accommodant pour faire des choses, et il y en a qui vivent. En fait, il faut vivre dans l'économie de bulle, comme je l'avais dit il y a une quinzaine d'années, mais pas de l'économie de bulle, au sens où profiter des conditions financières accommodantes pour ne rien faire. Voilà. Ce qui veut dire que la bulle boursière, parce qu'on reste sur ce mot-là, la bulle boursière a encore de beaux jours devant elle. Je ne suis pas d'accord. Reste bas. Oui, alors... On voit Wall Street, enfin le Nasdaq qui vient de signer hier son 50e record. Oui, mais ça, quoi? 50e record, évidemment. Non, mais voilà, il n'y a plus de correction. Il n'y a plus de correction sur les marchés. Oui, mais il y en aura, ne vous inquiétez pas. Mais le PIB nominal est au plus haut de l'histoire aussi. Les BPA américains, les bénéfices par action américains sont au plus haut de l'histoire. Donc quand on me dit il y a des records, bah oui, il y a des records partout. Quant à l'expression de bulle boursière, moi, c'est quelque chose que j'ai bien étudié. Autant je suis d'accord pour dire que le marché action américain est cher, voire très cher, on n'est pas en situation de bulle. Quand vous regardez les écarts de valorisation absolue sur la plupart des indicateurs qui existent, il y en a beaucoup, il y en a 7 ou 8, on est sur des écarts type 1,5 fois au-dessus, mais on n'est pas à des écarts type de type 29 ou type mars 2000. Donc les marchés sont chers, mais il n'y a pas de bulle. Oui, les marchés bien faire la nuance. Ah ben non, parce que, et c'est important de faire la nuance. Parce que vous êtes sur des valorisations extravagantes. Vous êtes à des PE de plus de 30 en mars 2000. Et avec des taux d'intérêt qui montent, soit dit en passant. Ouais. La prime de risque reste en territoire positif, même si elle a baissé. C'est pas la même configuration aujourd'hui. Non, on n'est pas dans une... Non, parce que c'est très important. Si vous achetez au sommet d'une bulle, vous êtes sûr de perdre de l'argent pour 10 ans, au bas mot. Et même la valeur réelle de Dow Jones, pour quelqu'un qui a acheté à la fin août 1929, il la retrouve en 1956. Donc, vous voyez, ça. Donc, il y a encore du carburant, alors que les marchés sont chers et sont hauts, notamment aux États-Unis. Il y a encore du carburant pour que ça monte. Non, la vraie question. Parce que les profits ils vont pas se retourner à un moment donné ou l'autre, les profits. Mais si, mais attendez. La vraie question, c'est pas celle-là que vous devez vous poser. Alors, la question, c'est la bonne question. Quelle est la bonne question, alors, la bonne question, c'est est-ce qu'il faut aller sur le marché américain, compte tenu de l'espérance de rentabilité probable, c'est-à-dire
tient compte effectivement de la croissance économique, des perspectives bénéficiaires des firmes, de la politique monétaire, de toute une série de variables clés qui déterminent l'évolution directionnelle du marché, par rapport au risque pris. C'est ça la réalité. Et alors? Et nous, le point de vue qu'on a, du point de vue stratégique, pas du point de vue tactique, c'est-à-dire horizon 6 mois, 1 an, c'est de dire non, il faut mieux acheter le marché action européen et les marchés actions émergents. D'ailleurs, j'observe que depuis le début de l'année, si vous regardez, le S&P 500 a progressé de 13% en dollars, mais pour un investisseur européen, il a perdu plus de 11% sur la valeur. Donc en fait, en euros, sur le marché action américain, vous avez gagné à peine 1%, alors que sur le marché européen, vous avez gagné 10%. Il fallait plutôt surpondérer sur le marché action européen et même sur le marché action émergent. Nous étions surpondérés sur le marché action européen depuis novembre 2016 et on a attendu un petit peu la période post-Trump, post-élection de Trump, parce qu'il y avait des menaces protectionnistes dans un certain nombre de pays. On a attendu le début du mois de mars pour revenir surpondérer sur les marchés émergents. Donc les marchés actions européens et émergents, on est encore sous le pied. On est encore sous le pied, sous réserve que, évidemment, il n'y ait pas une très forte correction, et a fortiori un bear market sur le marché américain. Tout pris en compte. Il pourrait venir d'où? Il peut venir d'une erreur de politique monétaire, il peut venir effectivement d'un choc, d'un choc exogène, évidemment, ça peut toujours... C'est un terme fourre-tout, un choc exogène, et vous mettez quoi? C'est-à-dire que c'est pas l'Amérique. C'est ce que c'est. Hein, c'est pas l'Amérique qui viendrait. C'est un choc géopolitique. Il se passe quand même des choses en Corée du Nord qui sont un petit peu nouvelles quand même depuis ces derniers mois. Ça peut venir d'une erreur de politique monétaire qui générerait une correction obligataire très forte. Là, vous n'y croyez pas trop? Il faudra attendre quand même le renouvellement de Madame Janet Yellen au mois de février parce que elle sait gérer. Son successeur, c'est pas évident. Surtout s'il est choisi par Trump. Notamment qui n'est pas réputé comme étant un expert en fine-tuning de politique monétaire, ou ça peut venir aussi d'une déception de croissance, c'est-à-dire pas forcément une récession, mais une croissance qui est nettement inférieure à ce qui était prévu par les économistes, par exemple. Vous avez eu des corrections ou des bear markets de plus de 20% de baisse qui ont été générés par cela. Ça serait pas sain, honnêtement, et on finit là-dessus. Ça serait pas sain d'avoir une correction quand on voit encore une fois les marchés qui n'ont pas corrigé depuis 15 mois. Mais si, bien sûr. Les corrections permettent aux marchés haussiers ou aux marché actions d'une manière générale. C'est souhaitable d'avoir une correction sur les marchés actions? Ça ne veut rien dire, souhaitable, pas souhaitable. Ça dépend de comment vous êtes positionné vous-même en tant qu'investisseur. C'est pas souhaitable en soi, c'est naturel, ça fait partie des choses. Ce que je dis souvent aux investisseurs immobiliers, parce que vous savez, il y a un truc dans la finance, dans la théorie financière, qui se dit que plus un actif est cher, moins il rapporte. Oui. Voilà, il faudrait s'en souvenir ça. Et je dis ça souvent aux investisseurs immobiliers en France qui me disent que l'investissement immobilier résidentiel en France, c'est pas terrible en net des charges, net de la fiscalité, parce que c'est cher. etc. Tout simplement, pour nettoyer le marché, il faudrait une baisse des prix un peu plus forte que celle qu'on a connue entre 2012 et 2015. Voilà. Bon, voilà. Merci Jean-Pierre Petit, économiste et président des Cahiers Verts de l'économie. Revenez bientôt nous voir. Avec plaisir. Bye.